Salutations, je suis Chad et le sujet de cette vidéo est important dans la série de vidéos que je réalise sur les châteaux. J'ai examiné comment les châteaux ont été inventés, la méthodologie et le processus de réflexion qui ont eu lieu historiquement pour donner naissance à ces structures incroyables, pourquoi ils ont été construits, ce qui couvre l'utilité militaire et la fonctionnalité des châteaux dans un contexte historique, et dans cette vidéo, je vais expliquer comment ils ont réellement été construits, les techniques utilisées et la méthodologie suivie. Il faut préciser que c'est en réalité un sujet très vaste, car les techniques ont évidemment changé, évolué et progressé tout au long de la période médiévale, et il y a aussi les détails plus spécifiques concernant les outils utilisés. Je vais plutôt parler de manière plus générale des principes de construction standard que l'on pouvait retrouver à l'époque médiévale. Un autre grand sujet que je traiterai dans une prochaine vidéo est la conception des châteaux, un thème très vaste. Et bien sûr, c'est un point crucial pour ce sujet sur la construction des châteaux, car la conception va influencer en grande partie les techniques de construction, mais comme je l'ai dit, cela devra être abordé dans une autre vidéo. J'ai déjà traité certains aspects de ce sujet dans d'autres vidéos. Par exemple, lors de la visite d'un château que j'ai modélisé en 3D, je me base sur les principes de conception. Nous commençons à l'étape où ils sont prêts à poser les premières pierres et à construire le château. Il est déjà conçu et la construction est maintenant en cours. Comment s'y prenaient-ils pour faire cela? Ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour obtenir les ressources et il était aussi important d'être proche de l'endroit où les collecter. Plus le château est éloigné, disons, de la carrière où la pierre est extraite, plus les coûts augmentent de façon significative. Un aspect fascinant de ce sujet, sur la construction des châteaux, est le projet archéologique expérimental de Guédelon. Pour la prononciation, j'ai entendu Gordelon et Guédelon, mais comme les Français disent Guédelon, je vais garder cette version. Nous sommes au château de Guédelon, en Bourgogne, où nous bâtissons un château médiéval avec les outils, techniques et matériaux du début du XIIIe siècle. J'observe le projet du château de Guédelon avec vif intérêt depuis plusieurs années. C'est un véritable château médiéval en cours de construction de nos jours, avec des techniques, des outils et des équipements médiévaux. C'est l'un de mes rêves de toujours de visiter ce château et j'ai bien l'intention de le faire à l'avenir. Beaucoup des photos que je vais montrer sur la construction de châteaux viennent de Guédelon où l'on voit le processus en temps réel. Si ce sujet vous intéresse, renseignez-vous sur le château de Guédelon. Des liens sont en description. Historiquement, les châteaux étaient souvent bâtis en bois, pierre ou briques. Je vais aborder surtout la construction des châteaux en pierre et en briques, car il est difficile de savoir comment étaient bâtis ceux en bois, presque tous ayant disparu. Ils étaient faits en bois. J'ai réalisé toute une vidéo sur la prévalence des châteaux en bois et il y avait probablement plus de châteaux en bois que de châteaux en pierre au cours de la période médiévale. La vidéo s'intitule « Les châteaux oubliés par le temps ». Explorer les techniques de construction des châteaux en bois mériterait une vidéo dédiée. En ce qui concerne les châteaux en pierre et en briques, la pierre était généralement le type le plus répandu, même si les châteaux en briques existaient bel et bien historiquement, et nous commençons par les fondations. La fondation est importante parce que si vous n'avez pas une bonne fondation, ce sont des structures lourdes, d'accord? Elles peuvent réellement commencer à s'enfoncer dans le sol. Donc, l'une des premières choses qu'ils veulent faire, c'est creuser à travers la terre jusqu'à quelque chose de plus solide, en espérant atteindre la roche-mère. En parlant d'atteindre la roche-mère, je doute qu'ils aient eu la technologie pour creuser à des centaines de mètres sous terre. Non, ils ne feraient cela que si la roche-mère était relativement proche de la surface, ou mieux encore, s'ils construisaient simplement sur une fondation en pierre ou sur une colline avec une forte teneur en roche dans le sol. Et s'ils ne peuvent pas atteindre la roche-mère, alors il existe d'autres techniques qu'ils peuvent essayer d'utiliser pour rendre ce bâtiment plus stable. C'est l'une des raisons pour lesquelles la base des murs et des tours des châteaux était évasée. Elle avait un diamètre un peu plus grand que le reste du bâtiment qui s'élevait. Vous voyez, tout ce bâtiment exerce une pression sur le sol en appuyant vers le bas. Et plus la surface sur laquelle cette pression est appliquée est petite, plus elle s'enfoncera profondément dans le sol. Donc, si vous pouvez augmenter la surface, l'empreinte sur laquelle ce poids s'appuie, il y a plus de sol pour le soutenir. La partie évasée de la fondation pourrait sinon être construite sous terre. Bien sûr, il devrait creuser en ligne droite puis remplir, et l'apparence serait que ce mur ou cette tour monte simplement en ligne droite sans base évasée. Bien sûr, chaque fois que vous construisez quoi que ce soit en pierre ou en brique, vous avez besoin de quelque chose pour lier ces briques et ces pierres ensemble afin de former un ensemble solide, et c'est là que le mortier entre en jeu. Le mortier médiéval était principalement fabriqué à partir de chaux.
plus précisément de la chaux cuite dans un four pour obtenir de la chaux vive. La chaux vive est ensuite mélangée au sable et à l'eau, déclenchant une réaction chimique qui produit du mortier. Ce mortier devait être fabriqué en assez grande quantité pour construire un château. Une chose intéressante que j'ai remarquée en observant les murs des châteaux, c'est que la couche de pierre en surface est généralement posée avec plus de soin et de précision, et avec moins de mortier que les pierres à l'intérieur. L'une des raisons à cela est que les pierres en façade extérieure sont plus susceptibles de tomber à cause de l'érosion, donc les placer plus serrées avec les autres pierres aide à les maintenir en place. La structure de pierre interne ne peut pas tomber vers l'extérieur. Si une partie du mur de pierre doit tomber, ce sera la pierre à l'extérieur, donc il est très important de les placer dans un motif imbriqué plus stable. En revanche, les pierres placées à l'intérieur des pierres de surface sont généralement disposées de manière plus aléatoire et contiennent plus de mortier. Ceci est évident lorsqu'on observe les ruines d'un château érodé et le contraste entre la pierre extérieure et intérieure. Vous pouvez également l'observer à Guédelon. Ce procédé permet aussi de gagner du temps. Si les pierres internes étaient aussi soigneusement posées que celles de surface, cela prendrait bien plus de temps. Avec les pierres internes, si une pierre ne s'ajuste pas parfaitement, il suffit d'ajouter plus de mortier pour combler l'espace. Bien sûr, cette méthode de construction n'était nécessaire que pour les murs d'une épaisseur importante, ce qui signifiait en gros tous les murs qui donnaient sur l'extérieur du château, car c'étaient ces murs qui devaient être épais. Les murs du château devaient avoir cette épaisseur pour leur valeur défensive afin de résister aux bombardements, mais aussi parce que la pierre n'a pas vraiment de bonnes propriétés isolantes. Donc, si vous voulez une bonne isolation avec de la pierre, il vous faut un mur très épais, et même dans ce cas, ce n'est probablement pas idéal. En fait, j'ai déjà dit le contraire dans l'une de mes vidéos précédentes parce qu'on m'avait donné de mauvaises informations, ce qui m'agace, où j'avais dit que la pierre avait de bonnes propriétés isolantes, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. L'une des façons d'augmenter les propriétés isolantes d'un château est de tapisser les murs intérieurs de bois. Cela n'était pas fait dans tous les cas. En fait, le plus souvent, les murs intérieurs des châteaux étaient blanchis à la chaux, puis peints par-dessus avec des fresques élaborées et autres décorations. C'est pourquoi les châteaux ont la réputation d'être froids, humides et sombres, ce qui est en grande partie vrai, car les fenêtres des châteaux, sauf lorsqu'elles donnaient sur les murs intérieurs de la cour, étaient très petites, puisqu'une fenêtre assez grande pour qu'une personne puisse y passer représentait une faiblesse défensive. Autre point, tous les murs de château n'étaient pas toujours très épais. Seuls les murs qui faisaient face à l'extérieur étaient épais, ceux qui faisaient face à l'intérieur ne l'étaient pas. Par exemple, les bâtiments construits contre la courtine avaient souvent des murs aussi épais que ce que l'on trouve sur une structure en pierre normale. 30 à 40 cm ou un demi-pied, comme la plupart des murs de châteaux médiévaux, les murs du donjon et des courtines mesuraient au moins 1 mètre d'épaisseur, souvent davantage. Ainsi, une fenêtre dans un château médiéval n'était pas une simple fenêtre. La plupart des fenêtres étaient petites, sauf si une grande n'affaiblissait pas la défense. Pour installer cette fenêtre, il fallait créer une alcôve dans le mur, soutenue par une arche. Bien sûr, à mesure que ce mur de pierre est construit et s'élève, il devient nécessaire d'utiliser un échafaudage pour atteindre cette hauteur et poser la pierre suivante. L'échafaudage était fait de poutres temporaires, et pour monter les pierres les plus lourdes à l'endroit voulu. Des grues médiévales en bois étaient conçues pour cela. Ces grues médiévales étaient actionnées par des humains dans de grandes roues rotatives. Une autre technique d'échafaudage très intéressante, qui est utilisée ici à Gorillon et dont on peut voir des traces sur de nombreux châteaux médiévaux, s'appelle les trous de boulin. Au fur et à mesure que le château était construit, des trous carrés étaient laissés dans les murs pour pouvoir insérer des poutres en bois, et ces trous étaient placés les uns à la suite des autres en ligne, permettant de fixer une plateforme dans le mur à mesure qu'il montait. Les vestiges de cette technique d'échafaudage nécessaire peuvent être vus sur les murs des châteaux, comme je l'ai mentionné, grâce à ces trous carrés qui restent visibles sur le mur. Et les trous de boulin dans les parties supérieures des murs étaient souvent utilisés pour pouvoir installer des hourdes. Les hourdes sont des fortifications supplémentaires en bois qui peuvent être placées au sommet des murs du château et retirées. Elles sont en quelque sorte la genèse ou l'origine des machicoulis, offrant une plateforme permettant aux défenseurs de se tenir au-dessus du mur du château et de tirer directement sur quiconque attaque la base du mur du château. Avec la hauteur des murs du château désormais construite, nous arrivons au toit. Les toits des châteaux étaient généralement en bois. Je parle d'un toit fait de poutres en bois recouverts de tuiles. Ces tuiles pouvaient être des bardeaux de bois, des tuiles en céramique ou même en ardoise.
L'ardoise est un type de pierre qui se casse en fines plaques et qui était aussi utilisé comme matériau de couverture. La façon dont les poutres en bois de ces toits étaient soutenues se faisait par des corbeaux internes. Un corbeau est un type de pierre qui dépasse d'un mur en pierre pour soutenir quelque chose au-dessus. Grâce au corbeau, on soutient le parapet avancé du château. Vous voyez de quoi je parle, les amis? Il soutenait non seulement les toits, mais aussi les étages intermédiaires, car les châteaux étaient souvent très hauts et à plusieurs niveaux. Donc, vous avez ce gros corbeau massif qui dépasse du mur, lequel soutient une grosse poutre épaisse qui elle-même peut supporter tout un étage. Ces corbeaux internes servaient aussi à soutenir des plafonds en pierre par la voûte. Maintenant, une voûte dans le sens architectural est un plafond en pierre réalisé à travers une arche. La pierre, y compris la brique, a une très mauvaise résistance à la traction, mais une résistance à la compression incroyable, et une arche est une manière d'utiliser la pierre pour franchir une distance en redirigeant le poids vers le bas, qui nous vient de la gravité vers les côtés puis autour de la courbe dans les supports, plaçant toute la structure sous compression au lieu de sous tension. Avec cela, on peut en fait croiser les arches les unes avec les autres, ce qui répartit uniformément le poids sur les côtés, tout comme une arche classique, au point qu'on peut réaliser des plafonds en pierre assez complexes. Mais sur les côtés, les principaux supports en pierre de ces voûtes sont soutenus par des corbeaux dans les murs ou simplement par des piliers qui descendent jusqu'au sol. La faible résistance à la traction de la pierre et de la brique a conduit à la création de magnifiques arches, parmi les plus beaux éléments de l'architecture médiévale. C'est pareil avec les corbeaux, même juste pour faire des portes. Vous voyez, à moins de faire une arche, vous ne pouvez pas vraiment couvrir le haut d'un encadrement de porte avec des briques individuelles, car elles s'effondreraient tout simplement. Il vous faut donc un bloc de pierre solide qui couvre toute la distance et forme le cadre réel de la porte, et c'est ainsi que les portes et les fenêtres étaient fabriquées dans les châteaux médiévaux. Elles étaient fabriquées avec un cadre complet en pierre. Bien sûr, l'ensemble n'était pas un seul bloc de pierre massif. Il y avait des parties individuelles, mais ces parties étaient elles-mêmes de très gros blocs ou briques. Et puis, bien sûr, nous avons le travail de menuiserie en bois très impressionnant et complexe pour l'ossature des poutres de toit, ainsi que pour tous les autres éléments en bois du château. Compte tenu des distances que ces toitures à ossature bois devaient couvrir, un travail de menuiserie très impressionnant a été développé pour réaliser ces toits en bois, notamment les fermes de toit avec poinçons, poutres faîtières, arbalétriers, jambes de force et entraits. Assembler ces pièces de bois selon des angles parfois très complexes était un véritable exploit d'ingénierie et de menuiserie remarquable. Vous voyez, les clous à l'époque médiévale étaient bien plus gros que ceux que nous avons aujourd'hui et par conséquent assez coûteux. Chaque clou devait être fabriqué à la main par un forgeron. Nicolas Lloyd de l'Indie Beige a montré dans ses vidéos YouTube la fabrication de clous en métal selon la méthode médiévale chez un forgeron, alors qu'il apprend aussi à forger une épée de façon traditionnelle. Les clous sont bien sûr beaucoup plus faciles à fabriquer que d'autres objets en métal à l'époque médiévale, mais lorsqu'il fallait en produire plusieurs milliers, le coût des matériaux et le travail nécessaire étaient bien plus importants qu'aujourd'hui. Cela imposait une contrainte. Une grande partie du travail du bois dans la construction médiévale, y compris pour les châteaux, reposait sur l'assemblage du bois et l'ajustement des poutres avec des assemblages complexes, les clous n'étant utilisés que si nécessaire. Et voilà, ceci était un aperçu général de la façon dont les châteaux étaient construits. Si vous êtes intéressé par d'autres sujets importants concernant les châteaux médiévaux, comment ils ont été inventés, pourquoi ils ont été construits, à quoi ils ressemblaient. J'ai toute une playlist sur les châteaux à votre disposition pour que vous puissiez en profiter à votre rythme. Et si vous voulez voir mes futures vidéos sur les châteaux, ainsi que mes autres vidéos sur les épées, les chevaliers, tout ce qui touche au médiéval, à la fantasy et à la façon dont ces éléments sont intégrés dans la culture populaire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère vraiment vous revoir. D'ici là, au revoir.